Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28. Enfin, pas encore parce que là j'enregistre de nuit. Donc vous avez sous les yeux mon exemplaire à moi des aventures de Tintin au pays des soviets. Alors je vous rassure, c'est la première réédition qui est sortie. Lui, l'original datait de 1930 et celui-ci il a 40, 50, 60, 70, 80, il a plus de 50 ans. 50 ans entre la première édition et maintenant. Et là, il a presque 50 ans, lui aussi. Voilà. Donc, vous voyez, les pages sont un peu... il est très fragile, hein, bien sûr. Donc, en fait, le Tintin au pays des soviets, en fait, était à l'origine publié en supplément dans un journal belge qui s'appelait Le Petit 20e, et c'était un supplément pour les enfants. Mais autant vous dire que les aventures de Tintin, reporter du Petit 20e au pays des soviets, je trouve que c'était pour des enfants très très intelligents et très politisés. Donc, alors, je ne sais pas par quoi commencer. J'avais envie de parler de Trotsky. Bon, alors, c'est en réponse évidemment à l'excellente analyse de l'ami Christophe de la chaîne Pragma Actu concernant le débunkage d'une vidéo d'un garçon dont le pseudonyme est Pas du Ring. Moi, j'aime bien l'appeler Pas du String, mais bon, c'est Pas du Ring. Et d'une jeune femme dont malheureusement je n'ai pas su connaître le nom. Alors, je la connais pas du tout. Par contre, autant vous dire que c'est une dinde. J'ai rarement, j'aime pas dire du mal des femmes, hein, puisque nous sommes des sœurs. Et alors elle, j'ai rarement vu aussi débile. Par exemple, à un moment donné, c'est ce que je disais sous la vidéo de Christophe, elle se permet de dire oui, alors la collectivisation. Donc eux, ils se présentent comme communistes, hein, purs et durs. Ce sont des jeunes gens d'une petite trentaine d'années, donc qui n'ont absolument pas connu ce qu'était l'horreur du communisme après la révolution de 1917 d'octobre, qui bien sûr n'a fait qu'empirer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à temps que Mikhail Gorbatchev mette fin à cette horreur. Voilà. Donc alors la fille, par exemple, à un moment donné, et c'est là que ça m'a fait bondir, elle dit oui, alors la collectivisation, en gros, ils veulent revenir au kolkhoz sauf cause, à l'industrialisation de masse, de tout, que ce soit plus de paysannerie, plus de petites terres, ce pourquoi se battent Christophe et Sabrina et beaucoup d'autres, c'est-à-dire comment dire, un maillage de la France et d'ailleurs avec des petites exploitations qui vous nourrissent localement. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est un retour justement à ce que l'URSS a fait de pire, c'est-à-dire expulser, exproprier, acheter à vil prix et la production et les terres des koulaks. Alors les koulaks étant les paysans soi-disant riches qui étaient propriétaires du temps du tsar, propriétaires de leurs terres et de leurs récoltes. Donc cette fille dit ça et elle dit oui parce qu'en plus ça va libérer du temps du temps aux femmes parce que c'est les femmes, hein, qui continuent à faire tout à la maison en plus du boulot. Alors parce que soi-disant cette façon de produire est moins énergivore en temps. Alors là, j'ai réagi parce que moi, vous savez dans quel état je suis, les amis. Très, très handicapée. Surtout que là, ça faisait plus de 3 semaines, je vous l'avais pas dit, mais que j'avais plus d'antidouleur. Donc, j'étais vraiment une épave. Et Nicolas, mon mari, que vous connaissez, est quelqu'un qui prend quasiment tout en charge. C'est-à-dire que la charge mentale, elle est pour lui. Moi, les seules choses que je fais, c'est d'aller à l'école, emmener ma gamine et la chercher. Ça dépend de quelle semaine il est. Parce qu'en plus, quand il n'est pas du matin, figurez-vous qu'il s'oblige à se lever le matin pour l'emmener à l'école. Pour m'épargner à moi, qui vis des nuits pas possibles. Et quand l'autre, elle dit, ouais, c'est les femmes qui font la bouffe, eh ben, je peux vous dire que, alors, je ne pense pas être tombée sur le seul homme de
2025 qui procède ainsi. Je pense qu'il a beaucoup de confrères, de frères humains, de frères en humanité, qui font également la nourriture. Hein, chacun son truc. J'ai même ouï dire qu'en Haute-Loire, il y en a certains qui font la vaisselle eux-mêmes parce que ça les, voilà, ça les horripile. Ah oui, j'ai mes sources, tu vois, du schmoll. Parce que je connais des gens qui sont allés chez toi. Donc du coup, je sais que tu es un obsédé de la vaisselle et que tu laisses personne la faire. Donc du coup, est-ce que ça manque de virilité? Non. Moi, j'ai un mari qui est adorable et qui s'occupe non seulement de se fader les courses, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein, j'en connais. Je peux pas dire les noms, tout ça, mais j'en connais parmi mes camarades youtubeuses qui ont les maris qui font les courses parce qu'elles peuvent plus, parce qu'elles ont des spondylarthrites ankylosante, comme ce qui est sûrement mon cas, parce on ne tient plus debout, parce que ça se voit pas sur notre gueule, mais que c'est comme ça. Donc oui, là, je devais faire un poulet aux huîtres qui va être fait demain, puisque à nouveau, j'ai ma petite morphine d'amour et tout le reste, mais je ne tenais plus debout. Plus debout. Voilà, donc ce genre de conneries, ça va libérer du temps aux femmes si on en revient à un système de collectivisation. Donc je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vous montre des pages ou est-ce qu'on parle du fameux Trotsky? Parce que j'ai vu dans les commentaires chez Christophe une espèce de couillon qui dit « Ouais, mais si Trotsky n'avait pas été tué avec un coup de pioche dans la tronche, ça n'aurait pas été pareil. » Alors on en parle de Léon. Alors d'abord, c'est pas son vrai nom. Ah bah, je cherche parce que j'ai pris des notes. Lui, il était juif. Et pour cacher le fait qu'il était juif, son vrai nom, c'est Braunstein. Donc, il s'est fait appeler Trotsky. Parce que vous voyez, oui, en effet, la Russie, comme bien d'autres pays, est antisémite. Antisémite au sens anti-juif. Parce que je vous rappelle que le sémitisme, c'est aussi les Maghrébins, c'est aussi les musulmans. Donc antisémite est un mot qui ne veut rien dire, à part la haine des gens de coins comme ça. Voilà, d'Afrique du Nord en général. Donc je répondais, alors Trotsky, justement, si ça avait été Trotsky, ça aurait été mieux. Mais mon Dieu, ce mec. Alors, ça a été un faux d'arche toute sa vie. Euh, donc alors, je vais essayer de me relire très très rapidement. Hein. Donc, à vue de nez, les deux autres là, travaillent à la propagande communiste, hein, pas du string et sa copine. On pourrait penser, on aimerait croire même que l'histoire et ses faits engendrés par le communisme auraient suffi à ce que plus jamais aucun humain ne souhaite voir se réinstaller ce type de dictature violente et sanguinaire. Ici, je parle du mal causé par le régime communiste qui s'était installé après la révolution d'octobre 1917 en Russie. Après avoir assassiné le tsar et toute sa famille, et c'est comme ça là-bas, hein, les Russes, hein, ils ont un côté, hein, c'est violent. Des querelles au sein de l'appareil dirigeant ont donné lieu à l'assassinat, par exemple, de Trotsky. On y reviendra plus tard, en 1940, à Mexico, à l'âge de 60 ans. Né en 1879 en Ukraine, province russe comme beaucoup de régions voisines à l'époque, par exemple une partie de l'actuelle Pologne où était née ma propre grand-mère, cet homme était en pleine époque tsariste, militant marxiste. Il a été aux côtés de Lénine, l'un des principaux acteurs de la prise du pouvoir des bolcheviks et de la boucherie qu'ont subi les proches du tsar Nicolas et sa famille. Après la mort de Lénine en 1924, il s'oppose à Staline et à la bureaucratisation du parti. Oui, parce que Staline, lui, était très dans le côté bureaucratie, un petit peu comme en France, hein, si vous voulez le... Est-ce que vous avez le CERFA 2014 alinéa B? Voilà, il prend la tête de l'opposition. Staline le fait chasser du gouvernement, en 1924 toujours, puis en 1927 du Parti communiste. Alors, puis il le fait exiler en Asie centrale en 1928, Staline le fait bannir en 1929 de l'URSS. En 1940, il est assassiné à Mexico sur ordre de Staline à coups de pioche. C'est vrai en plus.
On peut dire que Trotsky est issu d'une famille de la bourgeoisie terrienne. Il a fait de bonnes études et sa famille juive avait le droit, alors ça c'était un... Est-ce qu'on peut parler d'amendement? Je ne sais pas, mais de la Grande Catherine, d'employer du personnel chrétien. Ce qui, au XIXe siècle, pour les familles juives, n'était pas autorisé, rappelons-le. Donc, cette grande tsarine, la Grande Catherine, avait permis cette chose. Donc, lui, il est plutôt quand même d'une origine relativement riche. Il avait commencé des études universitaires de mathématiques qu'il abandonne pour se consacrer à la politique. Vous remarquerez que ce type d'attitude est encore malheureusement tellement vrai. Quels sont les politiques qui ont réellement une profession qu'ils exercent? Bon, on ne parlera pas de Mélenchon qui a fait 2 ans de... Je me demande s'il a été surveillant ou prof en réalité. J'ai quand même de gros doutes. De 70 à 72 dans mes souvenirs. Hein. Mais tous, en fait, ils en foutent pas une rame. Parce que vous allez quand même pas me dire que Gabriel Attal, qui a encore du lait au bout du nez, ou même Darmanus, ils ont fait des jobs. C'est pas des mecs qui ont bossé, ça. Bon, bref. Il fait un séjour en prison en 1898 où il étudie avec passion la franc-maçonnerie. Il s'évade en 1902, se fait faire de faux papiers au nom de Trotsky, le nom d'un gardien de la prison, lui permettant de cacher son origine juive et son véritable nom, Bronstein, laissant derrière lui femme et enfants. Bah encore un, tiens, c'est pas de l'augure. Moi j'ai entendu dire que de l'augure, écoutez, est-ce que c'est vrai? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant. Parce que vu que je fréquente des chaînes de droitards, j'ai lu dans certains commentaires que Delogu donc a plaqué femme et enfants comme des grosses merdes pour se barrer avec un mec. Alors moi j'ai rien contre les homos. Un de mes meilleurs amis est gay. Oui je sais, je fais ma Nadine Morano. Mais n'empêche que au niveau de la moralité, moi qui ai quand même un soupçon de moralité, ça me choque un peu. Bon, au-delà du fait qu'il ait quand même un QI qui est en dessous de 0. Hein. Donc, apparemment, quelqu'un a dit qu'il avait un QI d'huître et que c'est vrai que ça nous coûtait cher, tous ces gens-là. Hein, parce que déjà, rien, il est député, me semble-t-il, Nicolas. Oui. Ah ouais, alors donc déjà, l'autre, il se ramasse 7000 balles par mois. Il a un niveau 0. CM1. Ah ouais, Et ouais. encore, Vanda est beaucoup plus intelligent que lui. Ah mon Dieu, mon Dieu. Bon, bref. Donc, Oui. mais bon, ils sont pas communistes, mais c'est pas loin. Donc, au cours de son exil, il se lie d'amitié avec des trafiquants d'armes, comme Alexandre, des mecs bien quand même, hein, Alexandre Parvus à Munich en 1904. Parvus lui inculque la théorie de la guerre révolutionnaire, ou comment renverser un gouvernement et instaurer un État socialiste, c'est-à-dire communiste. C'est en 1905 qu'il rentre illégalement en Russie avec Parvus, encore condamné. Bon, enfin, voilà, il va en Sibérie, les déportations à perpétuité, il s'échappe de nouveau, il est déchu de ses droits civiques. Alors, il est fondateur, parce que c'est un mec qui a passé sa vie à échapper à tout. Hein. C'est un pleutre. Donc, il est fondateur de la Pravda lorsqu'il était à Vienne, en Autriche. Il est pour une convergence des luttes, même les plus extrémistes, ce qui lui vaut de vives tensions avec Lénine, son aîné de 10 ans. Après moult donc exil en France, Espagne, États-Unis, il rentre en Russie lors de la Révolution de 1917, arrêté lors d'une escale à Halifax, au Canada. Figurez-vous que la police trouve dans ses bagages la somme de 10 000 $, c'est-à-dire l'équivalent actuel de 500 000 $. Voilà. Donc alors, il est relâché après quelques temps, où il a passé un petit peu de temps dans une prison canadienne, hein, parce qu'évidemment, il n'a pas voulu dire d'où ça venait. Il arrive en Russie, où il rêve d'une révolution permanente. Attention, pour instaurer une république universelle et un gouvernement mondial. Lors de la révolution de 17, il devient commissaire du peuple, c'est-à-dire ministre, et va organiser l'armée rouge. Responsable de beaucoup de morts du côté des Blancs, c'est-à-dire l'armée du tsar. Il terrorise ses ennemis, mais également ses propres troupes, faisant preuve d'une violence inouïe. Il ordonne
excusez-moi, je rallume mon mégot, il ordonne l'exécution d'unités entières de soldats qui ont reculé ou manqué de courage. Je vous rappelle que lui, c'est un koulak à la base, mais plutôt riche et juif. Donc, le gars, on n'est pas sur un militaire de carrière comme on a eu en 1914-18, des gens exécutés par des militaires de carrière qui sont nés dedans, qui sont totalement obsédés par la guerre. Là, c'est un gars, non. Donc, il a fait exécuter donc des unités entières de soldats parce qu'elles ont reculé ou manqué de courage. Obsédé par la désertion de ses propres troupes, il organise un système dissuasif, c'est-à-dire que il faisait prendre en otage et faisait porter une responsabilité collective pour les familles des mecs qui auraient déserté. Donc, je vous laisse imaginer, donc elles étaient punies des actes de ces derniers, les déserteurs. Donc, je vous laisse imaginer la Sibérie, le viol, la torture, la mort. Voilà. Les fermiers, donc il s'en prend alors au koulak, les fermiers libres et propriétaires. Grand nombre de paysans seront fusillés. Sa vision de la révolution lui fait interdire toute grève qui est considérée comme une désertion, toute revendication comme une insubordination. Pour tenter de terminer sur ce triste personnage que beaucoup de jeunes qui se disent en 2025 communistes, on peut parler de l'usage de la terreur comme système de gouvernement que Trotsky trouve légitime. Il ne diverge pas tant que cela de ses camarades, mais il est le plus fou en quelque sorte. Son livre « Terrorisme et communisme » explique bien sa vision de la politique communiste. Avec Lénine, il est à l'origine d'un appareil de répression inédit en Russie tsariste, le camp de concentration, camp destiné aux agitateurs, contre-révolutionnaires, saboteurs, parasites, spéculateurs, etc. Avec Lénine, il propose d'enfermer les koulaks, donc je vous rappelle les paysans propriétaires, les popes, donc ça c'est les prêtres orthodoxes, les gardes blancs, donc ça c'est les gars qui bossaient pour le tsar, etc. Ces camps deviendront les fameux goulags que Staline utilisera de façon massive. Les trois grandes têtes de la révolution, qui étaient Trotsky, Staline et Lénine, ne s'entendaient pas du tout, chacun cherchant à régner en seul maître sur l'immense Russie. Les trois prônant une violence extrême envers le peuple. Après la mort de Lénine, il vit plus ou moins en exil, dont la Turquie, dans une toute petite maison de 950 mètres carrés, où d'ailleurs le gouvernement turc lui interdit de se mêler de politique. Puis bon, il se fait expulser parce qu'il fait chier tout le monde. En France, d'où on l'expulse encore. Ensuite, la Norvège, pendant que son gendre, son ex-gendre également, et sa femme sont exécutés lors des purges staliniennes. Autant vous dire que c'est quand même un mec très sympathique. Le plus drôle, c'est que ce bourgeois, depuis ses divers exils, continuera à prôner l'État ouvrier. Il quitte la Norvège en 1936 après un procès contre les insurgés russes en Espagne, qui s'est passé en Russie. Des insurgés, parce que l'URSS ne voulait pas d'emmerde avec le reste du monde. Et donc, tous les Russes qui se sont mêlés à ce conflit contre Franco, eh ben, ils ont été jugés, sauf lui qui s'en est mêlé, et ils ont tous été tués, sauf lui qui était absent. Quand je vous disais que c'était un pleutre. Pour se rendre, alors là, il se rend au Mexique, où on lui offre l'asile politique. Donc, il vit chez le poète Diego Rivera et Frida Kahlo, la peintre, avec laquelle, évidemment, il ne peut pas s'empêcher d'avoir une aventure. Ce qui fâche beaucoup Diego. Il est tué par un agent de Staline le 20 août 1940. Jamais réhabilité en URSS, même Mikhail Gorbatchev, en 1987, continuait d'attaquer le rôle de Trotsky dans l'histoire. Alors, pour l'histoire de Staline, c'était une saloperie. Lui, par contre, il était pauvre d'origine, contrairement à l'autre. Il a commis des braquages. Il a une absence totale de sentiments lorsqu'il prend des décisions radicales et ordonne des exécutions en nombre. Si, on peut quand même dire
qu'il met en place la collectivisation des terres, et c'est là où Christophe voulait justement en venir ce matin dans son débunkage de vidéos des petits bip. Donc il livre une guerre à la paysannerie. Là, ça va vous faire penser à quelque chose d'actuel. La moitié du cheptel a été abattu par les paysans. Ça, c'est sur ordre de